Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Baptiste. Baptiste, merci pour ta confiance, merci d'oser aussi témoigner, de nous partager un petit bout de ton histoire et puis je te laisse te présenter comme tu en as envie. Ah, salut Charlène, je suis tellement, c'est vrai que je suis content d'être avec toi aujourd'hui, de discuter et peut-être de partager un peu de mon parcours. Je suis un ancien dépendant à l'alcool. L'alcool a détruit beaucoup de choses dans ma vie, mais aujourd'hui je suis abstinent depuis plus de 8 ans et donc l'espoir est là et c'est possible de trouver son chemin et de trouver sa place dans ce monde sans alcool et d'écarter les tentations. On va essayer de rentrer dans mon parcours, mais voilà à peu près ce que je peux dire en intro. Merci pour cette présentation. Et bon, tu as déjà cité un petit peu quelques termes, on va dire, clés, la notion de dépendance qui va avec celle de l'addiction, tout un parcours aussi, un chemin de reconstruction. Et donc, on verra la notion du deuil et de la mort symbolique. Cet épisode, il sort aussi en janvier, du coup, à l'occasion du Dry January. Vous excuserez mon accent anglais qui est pas le meilleur, mais qui veut vraiment dire ce mois sans alcool. C'est une campagne aussi de santé publique qui est là pour inciter à l'abstinence de consommation d'alcool. Alors, après le jour de l'an et durant le mois de janvier uniquement. Donc, on va pouvoir parler de tous ces sujets-là. Tu nous as dit déjà un petit peu depuis combien de temps tu étais abstinent, donc depuis 8 ans. Est-ce que tu veux nous partager justement, avant d'être abstinent, il y a eu cette consommation. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis peut-être à boire par le passé? Quelles ont été les causes, on va dire, ou en tout cas dans les grandes lignes, ce que tu as envie de nous partager? J'ai commencé à boire comme tout le monde. Pour moi, c'était très festif au début, dans des contextes de soirée, mais très très rapidement, c'est devenu un art de vivre, c'est devenu un des passages incontournables de se mettre des bitures au bifort, et rapidement, j'ai eu des stress de dose, j'ai besoin de ma dose. Euh, c'est devenu des besoins plutôt que des envies. Et ensuite, je suis devenu dépendant de plus en plus de contextes. Si au début, c'est inconcevable de ne pas boire en soirée, ensuite, je commence plus tôt, je finis plus tard. J'associe l'alcool à de plus en plus d'émotions, de situations, de personnes. Et mon cerveau d'addict qui ritualise beaucoup les choses associe peut-être un peu trop vite l'alcool à toutes ces choses que je viens de citer. Et puis surtout, l'alcool est devenu un médicament au fil des verres pour soigner mon angoisse, pour soigner toutes les choses que je n'aime pas chez moi, mon introversion, ma pudeur, ma timidité, ma peur du regard de l'autre, et puis surtout un sentiment d'inadaptabilité dans ce monde où j'avais besoin de fuir, d'anesthésier, fuir la pression scolaire, fuir la pression familiale. Au début, j'ai eu l'impression que l'alcool m'apportait des choses positives, et c'est vrai. C'est vrai qu'au début, j'ai eu des choses très belles et magiques, ce sentiment d'euphorie, d'intensité, de liberté même. Je pense que c'est ça. Je recherchais de la liberté dans l'alcool, mais au final, je suis devenu un pantin, un, un esclave de l'alcool. Et dernière chose, je pense que par après, c'est quelque chose que j'ai découvert dans l'abstinence après des années de thérapie, c'est que euh, au-delà de mon anxiété, je suis aussi un hypersensible et ça explique beaucoup de choses dans mon alcoolisme. Mmh.
C'est des sujets qui me touchent. Je te l'ai dit quand on en a parlé en off, ensemble. Il y a, je pense, une partie des personnes qui nous écoutent ou qui me suivent sur Instagram qui le savent, mais tu l'as dit, à la base, c'était plutôt, on va dire, festif, ce qu'on appelle parfois un peu l'alcool mondain. Et cet alcool mondain, il est bien quand tout va bien, je trouve, et qui peut vite, tourner négativement. En tout cas, ça a été une partie de l'histoire de mon père, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de faire un épisode sur ces sujets-là, parce il y a un réel deuil aussi à faire. Tu as cité plusieurs mots que je trouve importants et intéressants. Tu as cité la notion de pression, pression familiale, pression de la société, pression de l'école. Tu as cité aussi le regard des autres. Et finalement, c'est beaucoup de choses qui reviennent à soi. Tu me diras si c'est comme ça que ça résonne ou ça a résonné en toi. Mais le fait finalement peut-être de pas totalement se connaître et de répondre à ces pressions, peut-être familiales, notamment sociétales et de jeunesse, il faut faire comme ça. Moi, ça me fait aussi écho à, bon, maintenant c'est quand même beaucoup moins tendance, mais quand on était jeune, moi, sur ma génération, c'était il faut se mettre à fumer en fait. Et on fumait pas parce qu'on avait envie de fumer ou parce qu'on aimait bien ça, on fumait parce que il fallait faire comme tout le monde, il fallait rentrer dans un moule, qu'on se connaissait pas forcément, qu'on se faisait pas forcément confiance, enfin que je ne me faisais pas forcément confiance. Je parlais en jeu plutôt que au nom d'autres personnes. Et du coup, j'arrivais pas forcément à exprimer qui j'étais, et donc j'avais un manque d'affirmation. Est-ce qu'il y a un lien dans ta construction peut-être identitaire avec cet alcool? Est-ce que c'est des choses qui résonnent en toi? Hmm, beaucoup, beaucoup. Ma construction identitaire a été compliquée. Elle est parfois encore, notamment liée à ma gémelléité. J'ai un frère jumeau et enfin, c'est une petite parenthèse que je fais, mais je n'ai jamais su euh, poser mes limites. euh, Parce que le je n'existe pas chez moi. En fait, je grandis avec un nous, avec ce cocon à deux. Le nous, l'autre passe avant moi. Et donc, dans ma vie et même dans l'alcool, mes limites, prendre soin de moi, euh, n'existe pas, n'est pas naturel chez moi. Aussi, il y a bon, on en a parlé, mais cette peur du regard de l'autre qui s'est traduit en me faisant croire qu'il fallait en fait, que je réponde aux attentes des autres. Je vivais au travers des désirs des autres, des attentes des autres. Ça a commencé par des attentes euh, de mon papa, qui n'étaient pas forcément formulées, hein. C'était beaucoup de non-dits, etc. Mais je voulais rendre fier papa. Et lui, c'était peut-être autre chose. On était câblés différemment, très très exigeant avec ses enfants, très perfectionniste. Moi, je voulais me sentir aimé, me sentir reconnu, et donc je pensais qu'en disant oui à tout, en répondant à tout, c'est comme ça que j'allais avoir de l'amour et de la reconnaissance. Ça a commencé par ça. Et vu que j'ai tout fait dans ce système, sans forcément reconnaître quoi que ce soit, hein, tout ça c'est très inconscient quand on est enfant et ado, bah, ces débuts de prison m'ont fait vouloir sortir de tout ça. Et donc, grâce à l'alcool, j'ai pu atteindre cette liberté et toutes les choses positives que je voulais, que j'espérais et que je pensais que l'alcool allait me donner. Et il y a aussi en fait, je n'ai pas forcément ressenti de pression sociale où on me forçait à boire au début. C'était pas vraiment ça. C'était vraiment un désir d'appartenance au groupe. Alors oui, ça se traduit peut-être peut-être une certaine forme de pression, mais rapidement, c'est moi qui la mettais la pression sur les autres. Genre, ah ouais, il faut boire. Ah ouais, tu bois pas. Très très rapidement, en fait, je me suis entouré de gros buveurs et j'étais peut-être celui qui mettait cette pression. Ce qui m'a fait boire, c'est cette notion de vouloir être viril et être un adulte. J'avais associé l'alcool à quelque chose de masculin, de viril, d'adulte. Et c'est aussi pour ça, je me sentais immortel et tout puissant dans l'alcool, donc pour moi viril. Et puis surtout moi, petit gringalet, avec mes angoisses, ma sensibilité, je me reconnais pas trop dans ce que la société
euh, voulait comme image de mâle, de masculin, de virilité. Et j'ai eu l'impression qu'avec une bonne descente, de bien tenir, c'est comme ça que j'allais être aimé, être reconnu comme homme en fait. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de relever et d'échanger avec toi dans ce que tu viens de nous partager. La première chose, c'est la notion des limites. Comme tu le dis, alors on se fixe nos propres limites, même si parfois on les connaît pas forcément et du coup, elles peuvent être en lien avec le regard des autres, avec cette pression peut-être de la société qui est là au début et qu'après on prend envers nous-mêmes, hein. On se fait de l'auto-pression finalement. Et ce que je trouve derrière ça, c'est le fait de se libérer aussi des masques, d'être authentique envers soi, d'être authentique envers les autres, de s'autoriser à offrir une vulnérabilité. Tu parlais d'hypersensibilité juste avant, et là tu parlais de le fait d'être un homme, d'être courageux, d'être hyper fort, d'être hyper puissant. Et du coup, je trouve que ça contraste avec cette notion de vulnérabilité. Est-ce que du coup, tu dirais aussi que il y a ce mot-là qui me vient depuis tout à l'heure que finalement, l'alcool met une forme de déni, une forme de voile et d'illusion sur des choses qu'on a peut-être besoin d'aller regarder, d'aller exprimer, d'aller comprendre, heu, mais on peut-être qu'on a peur ou qu'on ne s'autorise pas à le faire par d'autres moyens et du coup, l'alcool vient un peu calfeutrer tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne? Ah évidemment, évidemment, je pense que je pourrais pas le dire mieux que toi. Je, j'ai manqué de peut-être d'éducation émotionnelle dans un contexte familial plutôt paternel où l'expression de nos émotions c'était pas naturel, ça pouvait peut-être gêner et donc tellement plus facile de mettre des masques et des voiles sur nos émotions ou sur qui on est véritablement et de vouloir être un autre parce que on ne s'aime pas suffisamment ou on a peur, comme tu dis, de se découvrir. J'avais pas les clés en fait pour accepter qui je Mmh. suis. C'est dans l'abstinence en fait que j'ose enfin me rencontrer, m'embrasser, euh, m'accepter. C'est beau. Enfin, je trouve ça beau d'associer, l'abstinence qui est quelque chose qui peut être difficile et qui peut-être par certaines personnes qui ont peut-être pas un problème avec l'alcool, mais se disent: «Ben, comment je pourrais arrêter de boire demain, à une soirée entre amis? Ça me paraît tellement, compliqué ou difficile», et de voir que finalement c'est pour toi une révélation et finalement un mieux-être. On y reviendra, sans aucun doute, après et du coup la question que j'avais c'était, ben, quelle a été peut-être ta ou tes prises de conscience, hein, peut-être que c'est au singulier ou au pluriel, qui t'ont permis de prendre le chemin de l'abstinence où là tu t'es dit, peut-être c'en est trop. Alors j'imagine que tu as eu ta propre manière de le verbaliser, mais c'en est trop. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'es fait peur? Est-ce que c'est un événement extérieur? Est-ce que c'est un ressenti qui a popé comme ça un beau jour dans ta tête sans événement particulier? Quelle a été finalement ta prise de conscience? On attend souvent le déclic avec un L majuscule ou un D majuscule, comme si du jour au lendemain on claque des doigts et on trouve la solution. J'attendais ce miracle. J'avais tellement éduqué mon cerveau à cette instantanéité de l'alcool, euh, cet apaisement quasi immédiat. Je m'attendais à ce que la vie soit comme ça. Mais j'attendais, je procrastinais, je repoussais aussi par peur. Et puis surtout, l'alcool me faisait vivre. L'alcool était devenu ma béquille, mon doudou, ma meilleure copine. L'alcool avait pris toute la place. Donc envisager de me séparer de ce doudou-là, c'est terrorisant. C'est si difficile en fait de se séparer de quelque chose qui nous maintient debout. J'ai idéalisé l'alcool en fait tellement au bout d'un moment, ça ne m'apportait plus autant de choses positives. Au début, c'était ma solution pour être mieux. Ensuite, c'est devenu le problème. Mais je persistais à croire que je pouvais maintenir l'alcool dans ma vie, de garder l'alcool dans ma vie, parce que une fois,
ça m'a apporté quelque chose de bien. Et je voulais retrouver ces émotions, retrouver ces sentiments. Et je les retrouvais de moins en moins. L'alcool m'a mis dans des situations très dangereuses. Et je me disais, bon, bah maintenant, cette fois, t'as compris, l'alcool, c'est le problème, etc. Mais très très vite, on est rattrapé par ces désirs pulsionnels de boire. J'ai pas eu un déclic, j'en ai eu peut-être des dizaines, des centaines. Mis bout à bout, additionnés tous ensemble, ça crée peut-être une prise de conscience. Je dirais que la prise de conscience que j'ai eue, ça a été l'acceptation de l'aide, où définitivement l'alcool, en fait, je n'arrivais pas à m'en sortir seul. Je ne peux plus tout faire tout seul. J'étais tellement orgueilleux dans l'alcool, tellement incapable de me regarder en face, d'avouer mes vulnérabilités, de me confronter en fait à qui je suis. Je me sentais pas alcoolique. À 20 ans, je refusais d'accepter cette étiquette parce que pour moi c'était pour les personnes qui n'ont pas de volonté, c'est pour les violents, les menteurs, les sans-abri au coin de la rue. Enfin, j'avais tous ces clichés en tête qui existent, mais c'est pas blanc ou noir. Parce qu'en fait, si je me regarde dans une glace, j'ai une relation très malsaine à l'alcool. Ce n'est pas juste festif, ce n'est pas convivial du tout, il n'y a aucune connexion. Je me déconnecte de moi-même, je me déconnecte des autres. J'ai besoin de ma dose, j'arrive pas à m'en sortir tout seul, j'arrive pas à réduire tout seul. L'alcool prend toute la place. Donc c'est le problème. Et j'avais besoin d'un petit coup de pouce et il est venu de l'extérieur. Parce que moi, prendre soin de moi, je m'en fous. D'ailleurs, quand des médecins me disent fais gaffe, le risque c'est la cirrhose, c'est d'autres formes de cancer, c'est des problèmes cardiaques et tout. Je m'en fous, je suis très content parce qu'au bout d'un moment, ça devient de l'autodestruction. L'alcool nourrit le mal-être, l'alcool nourrit les états dépressiogènes, les angoisses. Et on finit par avoir des idées morbides, des idées noires, et j'étais vraiment là-dedans. L'alcool, c'était ma façon de mourir dans ces états d'inconscience. Me faire du mal, c'est cool. Me faire du mal, c'est là où je me sens à l'aise. Donc c'est venu de l'extérieur, d'amis, de ma maman, de mes frères. Je dis pas du jour au lendemain, hein, ça s'est fait au bout de plusieurs mois, plusieurs années de tentatives. Hein. Mais j'ai accepté de l'aide. J'ai accepté de l'aide, j'ai accepté de me faire soigner. J'ai pas réussi du premier coup non plus. Ça a été un véritable enfer. Faut pas croire que, faut pas croire que ça serait du jour au lendemain, ni en quelques semaines, ni en quelques mois. Mais je regrette absolument pas d'avoir tenu, de m'être rapproché des soins, d'avoir nourri ces liens auprès de différents types de soins. Il y a une addictologue qui me dit un jour, Micheline Clodon, qui dit que l'alcoolisme est une maladie du lien, qui se soigne par le lien. Et oui, l'alcoolisme, la bouteille, je n'avais plus que ça comme lien. Il a fallu que j'essaye de déconstruire tous ces liens alcoolisés avec d'autres choses, d'autres liens. Et ça, tout seul, c'est impossible. Ça aurait été impossible. Donc j'essaye de me mettre en lien avec les alcooliques anonymes, par exemple. On pourra en reparler d'ailleurs peut-être de ces groupes de parole. Je me suis remis en lien avec le sport, avec les autres, avec la musique, avec avec moi, avec la thérapie, plein de choses. J'oublie plein de choses, hein, mais me remettre en lien. Ouais, ce que je ressens à travers ton témoignage, tu disais, l'alcool avait pris toute la place. Tu parles de cette notion de lien aussi, l'alcool était devenu ton seul lien. J'ai le sentiment qu'en faisant le deuil de l'alcool ou du Baptiste alcoolisé petit à petit, hein, j'ai bien compris que c'était pas tout blanc, tout noir et du jour au lendemain, mais plus vraiment un chemin, une évolution, qu'il y a le fait que tu as donné plus de place à
autre chose. Et dans cette autre chose, il y a notamment, enfin, je le ressens comme ça, tu me diras si ça résonne en toi, mais la notion d'amour et de lien aux autres. Tu as parlé de ta famille, tu as parlé de tes frères, tu as parlé de ta maman. Donc, en tout cas, de ses proches, de ceux qui t'entourent. Et ce qui me vient, du coup, c'est, ben, t'as cité un petit peu quelques exemples ou quelques étapes de ton chemin de reconstruction pour justement devenir abstinent. Mais ben, qu'est-ce que ça implique justement quand on fait le deuil de l'alcool? J'ai cité un peu juste avant le fait de faire le deuil du Baptiste qui était alcoolisé pour construire un nouveau Baptiste finalement d'une certaine manière. Alors nouveau, pas totalement différent parce que le fond est toujours là, mais muet comme un serpent ou un crabe ou se métamorphoser comme un papillon, qu'importe, vers quelque chose de nouveau avec encore une fois des étapes, de se confronter finalement à toutes ces choses que tu as peut-être voulu anesthésier pendant des années que tu voulais pas revoir. Ça revient un peu aux notions de vulnérabilité dont on parlait avant. Est-ce que tu veux nous dire un peu, alors de manière chronologique ou non, hein, mais plus qu'est-ce que ça a impliqué pour toi justement ce chemin de l'abstinence? On en vient au fameux sujet qui te touche tant, le deuil. Et c'est un deuil de lâcher prise sur toutes les bases sur lesquelles on s'est construit, qui finalement nous ont mis en danger, qui finalement nous ont détruits, mais de lâcher prise sur tout ça, de reconnaître que ça nous détruit, ça met du temps. J'ai dû faire le deuil de cet ancien Baptiste, de ce super Baptiste alcoolisé, capable de faire des choses. J'ai dû essayer de faire un peu plus de place au véritable Baptiste, que je n'aimais pas, que j'ai dû apprendre à découvrir et à aimer. Je suis encore sur ce chemin-là, hein, mais ce chemin, il est moins rempli de montagnes russes émotionnelles, il y a plus d'équilibre. Alors j'ai dû aussi accepter plus d'équilibre dans ma vie parce que j'ai adoré cette intensité, cette euphorie, une, qui a été là, hein, le temps d'un moment. Puis finalement, c'était que souffrance et destruction. Bah, j'imagine aussi que l'abstinence, c'est pas un parcours qui est linéaire. Justement, tu citais un petit peu les hauts et les bas, ces notions de montagne russe. J'imagine qu'il y a un jour où on se réveille, on accepte, et le lendemain où on se sent peut-être dans la culpabilité. Un jour où on a envie de boire et le lendemain où on se dit ben non, c'est bon, je crois en moi et j'y vais. Et que petit à petit, ces montagnes russes se font peut-être avec moins d'écart entre les hauts et les bas pour trouver plus d'équilibre. C'est ça, merci de m'aiguiller. C'est, comment dire, je voulais que ma vie soit intense. Elle ne l'était plus, mais sans alcool, elle a été morose, sans vie, sans envie. J'étais en gueule de bois, sans avoir bu. Et c'était pire que quand je buvais, en fait. Au début, ça a été vraiment comme la traversée d'une petite mort. Je débarque en fait, j'arrête à l'âge de 24 ans, ce qui est jeune, hein. Euh, et à 24 ans, quand j'arrête, je débarque dans le corps d'un mec qui est censé pouvoir parler, réfléchir, avoir des projets. La société veut que je sache des choses. Et moi, je ne sais rien parce que j'ai tout anesthésié pendant des années et que je me suis jamais accordé le temps de me découvrir. Donc c'est tellement déroutant et ça fait tellement peur. En fait, c'est une période de ma vie terrifiante parce que tout est inconnu. Je me retrouve sans masque, à nu. Et c'est difficile, en tant qu'hypersensible et anxieux, de me retrouver agressé par le monde dans lequel je suis. Alors évidemment que les envies d'alcool surviennent et que c'est difficile de résister. Et c'est peut-être dans ces moments-là que j'ai besoin d'être davantage en lien et de me connecter à des semblables qui ont vécu la même chose, qui vont me redonner de l'espoir, qui vont me faire sentir vu, écouté. Et dans ces cadres-là, je vais petit à petit sentir que c'est possible de me montrer vulnérable, d'être moi-même, d'avoir de moins en moins peur d'accéder à mes émotions. Et petit à petit, il y a des choses qui s'emboîtent. Et petit à petit, on y trouve un peu de sens, un peu plus de sens. Et on finit par s'approprier son combat et d'être de plus en plus sûr que définitivement,
l'alcool nous fait trop de mal pour retenter la chance. Le deuil, en fait, quand tu me parles de deuil aussi, il y a cette notion de pardon qui me vient naturellement, et cette phase, cette étape, elle est cruciale dans la paix intérieure qu'on peut avoir, et ou en fait, je savais même pas que c'était accessible. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir un peu plus de paix intérieure quand tout est colère en moi, colère contre moi-même, colère contre le monde. Et grâce au pardon, en fait, j'ai d'abord demandé pardon aux autres, pardon d'avoir bafoué certaines relations, pardon d'avoir fait du mal, me tenir responsable aussi des choses que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, même si évidemment l'alcool transforme, l'alcool altère mon comportement, donc c'est assez délicat d'être responsable de choses alors que je n'étais plus moi-même, mais ça reste quand même moi, donc je demande pardon, mais je dois aussi surtout me demander pardon d'être malade, malade alcoolique, me demander pardon de, de ne pas avoir fait la rencontre avec le véritable Baptiste. Et puis surtout me pardonner de toutes les choses que je n'aime pas chez moi et d'essayer de faire avec, plutôt que d'être traîné comme un boulet, d'avancer main dans la main avec ce nouveau Baptiste qui essaye d'éclore et de lui laisser toute la place qu'il mérite parce que, évidemment, qu'il a une place dans ce monde. Bien sûr. Et justement, en parlant de place, je trouve que ça nous fait une magnifique transition. Tu as parlé de cette notion de combat, tu as dit aussi que quand c'était plus difficile pour toi, tu avais besoin de retrouver ce lien. Juste avant, tu avais parlé, du cercle des alcooliques anonymes et alors là, on va avancer un petit peu le temps justement après ta reconstruction, puisque je sais que tu as le statut de patient expert, que c'est pas encore des choses qui sont, on va dire, très connues du grand public et que je trouve particulièrement belles. Et est-ce que tu veux justement nous en dire un petit mot? Parce que je pense que ça fait partie de ta reconstruction, peut-être plus de ta renaissance, de l'éclosion justement de ce nouveau Baptiste qui a cheminé pas après pas, parfois avec des moments positifs, parfois avec des moments plus difficiles, parfois avec l'envie de baisser les bras. Mais c'est finalement que il y a toujours de la lumière au bout du tunnel et c'est ce que je ressens finalement à travers ce que tu transmets maintenant dans ta profession, mais je pense que tu seras bien plus à même que moi d'en parler. Hmm. Je vais te raconter une petite histoire. Enfin, ça, c'est un peu mon histoire aussi. Mais j'attendais à ce que l'abstinence règle tous mes problèmes. Toujours dans cette quête d'instantanéité, de monde tout rose et de refus d'accepter que la vie n'est pas rose. Et elle n'est pas rose pour... enfin, la vie de personne est rose. Et je pensais que l'arrêt de l'alcool allait me sauver et que ça allait suffire. Et en fait, je n'avais pas réalisé à quel point l'environnement joue un rôle important et que l'arrêt de l'alcool ne suffit pas. Je te dis ça parce que j'ai arrêté l'alcool et pendant un an et demi, je suis resté dans cette coquille de l'ancien Baptiste qui vit au travers des désirs des autres et qui a l'impression que son chemin est tout tracé. Il faut que je réponde aux attentes de mon milieu et de faire ce type d'études, de travailler pour cette boîte-là, d'avoir un beau CV et d'être reconnu grâce à son CV. Et finalement, pendant toute ma vie, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les miens. Et même dans l'abstinence, je suis resté dans ces mécanismes-là. Et au bout d'un an et demi d'abstinence, en fait, c'était resté très friable. Il n'y avait pas assez de sens dans mon abstinence. Et j'ai connu à nouveau des phases de dépression très violentes du fait que je n'étais pas encore en accord avec moi-même. Euh, J'étais à l'époque en stage chez Danone. Le projet était bien, je bossais pour les projets environnementaux, les projets sociaux. J'étais peut-être, j'étais allé peut-être à 50% du chemin. Euh, J'étais quand même content du job,
je me sentais, je m'identifiais à ce job, enfin je pensais m'identifier, mais tout ce milieu-là, euh, finalement, c'était pas moi-même. Et donc, mon corps a exprimé ce désaccord avec de la dépression. Euh, et à partir de ce moment-là, comme je recommençais à vivre des émotions ou des, même des sensations physiques que je ne voulais plus connaître, je me suis dit, vas-y, stop, stop, Baptiste, arrête de vivre au travers des désirs des autres. Écoute tes tripes, écoute ton cœur qui te dit de faire autre chose. Et ces autres choses, ça a été dans la transmission. J'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre, notamment aux jeunes. J'avais besoin de dire, j'avais besoin de dire, de m'exprimer. Sauf que prendre la parole en public, j'avais pas encore les mots. Alors j'ai choisi l'écriture. J'ai commencé à écrire tout seul. J'avais peut-être 15, 20 pages et je butais, j'y arrivais pas, donc j'ai demandé de l'aide. Et j'ai découvert Judith Lossman, qui est une thérapeute et qui est aussi écrivain et qui a créé la littérothérapie, une thérapie par l'écriture. Et on a commencé à bosser ensemble. Et donc, ça a donné naissance à mon histoire, mon livre qui s'appelle D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée, qui est véritablement mon socle. Ça a été enfin ce moment-là, après 2 ans d'abstinence, et ce travail d'écriture a duré 3 ans. J'étais prêt enfin à me rencontrer et à accepter notamment mon hypersensibilité. Et pendant l'écriture du livre, j'ai découvert le patient expert. Alors un patient expert, c'est un ancien malade qui reçoit une formation et qui devient, qui structure son savoir expérientiel de sa maladie et qui peut ensuite accompagner d'autres personnes qui souffrent de la même maladie que lui. Et donc j'ai suivi cette formation par les hôpitaux. Ça a été euh, délivré par les hôpitaux de Paris. Oh, et ce diplôme entre les mains, mais j'en ai pleuré de joie tellement ce diplôme me ressemblait. Enfin, Baptiste, tu trouves ta place. Enfin, tu peux transformer tes souffrances en outils pour les autres. Enfin, tu peux être acteur de ta maladie et peut-être qu'enfin, humblement, tu peux être la personne que tu aurais aimé croiser. Et donc j'exerce cette profession au travers d'accompagnement, mais aussi sous la forme de conférences auprès des jeunes, auprès d'étudiants, de lycéens, de collégiens. Et je le fais aussi sous la forme d'ateliers en entreprise pour sensibiliser les salariés sur les risques de l'alcool. Et je me sens à ma place, véritablement à ma place, et c'est ça qui est apaisant. C'est pour ça que je vous dis que c'est possible. Tout le monde a une boîte à trésors. Moi, je la voyais pas chez moi. D'autres m'ont permis euh, d'exprimer qui je suis, d'utiliser ma petite boîte à trésors. Et c'est accessible pour tout le monde à condition d'accepter de l'aide. Parce que j'ai commencé, j'ai pas plus de clés qu'un autre. Hein. J'ai commencé par un jour 1, comme tout le monde. J'étais terrifié dans l'inconnu. J'arrivais pas à me projeter, je savais pas où ça allait m'emmener. Et aujourd'hui, au bout de X années, je commence progressivement à être fier et convaincu que le monde, il est pas toujours beau, mais qu'est-ce que c'est bon d'être sans filtre et d'être en connexion avec soi-même et d'exprimer tout ce qui est intrinsèquement mon hypersensibilité, qui est bien sûr ces émotions, mais aussi cette recherche d'authenticité, cette recherche de profondeur dans la relation qu'évidemment je ne pouvais pas avoir dans l'alcool. Je me reconnecte définitivement à qui je suis et il y a moins de tiraillements intérieurs parce que je m'écoute un peu plus, je me respecte un peu plus, j'ose un peu plus et ça fait du bien. Merci beaucoup pour, ce témoignage, en tout cas qui, j'espère, procurera autant d'émotions aux personnes, auditeurs et auditrices qui nous écoutent que
que ce que moi j'ai pu ressentir en t'écoutant. L'un des trucs qui m'a frappée, tu as parlé de transmission, par différentes actions, que ce soit le statut de patient expert que tu as aujourd'hui, par le livre, je vais y revenir, et tu as parlé de place, et j'ai vraiment le sentiment, enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, que tu fais un peu le yo-yo entre, ben, qui tu étais, les expériences que tu as pu avoir, qui tu es aujourd'hui, et peut-être même, j'ai envie de dire, qui tu seras, demain, parce que c'est ce que je trouve très humble aussi dans ton témoignage, c'est qu'on sent que oui, tu es en chemin, mais en tout cas, tu te prônes pas au bout du chemin, et c'est ce qui est parfois difficile dans la vie, c'est qu'on veut tout le temps être au bout, à la destination, sans parfois même avoir fait le premier pas et avoir commencé le chemin, que parfois ça peut paraître, peut-être démoralisant, compliqué, lourd, triste, de se dire: «Mais je vais jamais y arriver, en fait, je vais jamais réussir à aller, au bout de ce chemin et de franchir les différents obstacles, en fait, qui sont sur mon chemin». Mais, je te reconnais vraiment dans ce mot de transmission, et justement, tu as parlé de l'écriture de ton livre, où on pourra le retrouver aussi dans les liens en description. Hem Comme tu l'as parlé dans un sens aussi thérapeutique, le fait, d'écrire ce livre, de pouvoir partager ton histoire en toute authenticité. Est-ce que tu dirais que c'est, à la fois peut-être à destination des personnes alcooliques elles-mêmes, ou en chemin, ou actuellement vers l'abstinence, que autant pour l'entourage, peut-être pour permettre de voir que, alors là, là, j'enlève ma casquette de pro, et je parle vraiment juste avec mon cœur d'être humain en tant que personne, que derrière l'alcoolique, il y a toujours un être humain. Que oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'alcool transforme la personne, mais le fond de la personne que vous connaissez et que vous aimez, elle est toujours là. Heu, un peu cachée, un peu dissoute dans cette addiction, mais elle est toujours là, et ce que je trouve derrière, c'est finalement de pouvoir débloquer de l'empathie. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette notion de transmission? Est-ce que je suis dans le juste avec mes ressentis, ou pas du tout? Non, mais totalement. Totalement. Encore une fois, je pourrais pas forcément mieux le dire. C'est, c'est ce que je vois, moi, dans les yeux de ces personnes en souffrance. C'est, tout ce qu'ils n'osent pas, exprimer. J'ai fait des rencontres, mais sublimes, de ces personnes qui sont stigmatisées par la société, stigmatisées par leurs proches, leur entourage. Euh, je comprends ça. Je comprends, et aussi j'ai j'ai maintenu ce rôle-là parce que l'alcool a détruit ma confiance en moi. L'alcool a détruit le peu d'amour propre que j'avais. J'en avais plus du tout. Et il a fallu que je sois aidé pour voir que j'étais digne de choisir la vie. Et c'est ce que je vois dans mes accompagnements ou ces rencontres, c'est c'est cette humanité qui se cache derrière la maladie. Ces personnes qui sont des artistes, des hypersensibles, des anxieux, mais qui ont tant de choses à apporter au travers de leur humanité aussi. Et parfois, on a besoin d'un peu d'aide pour se recentrer. Et c'est un peu mon rôle de patient expert, c'est pas du tout d'être dans la verticalité, pas du tout d'être dans un rôle de ben, je sais très bien et je vais te raconter comment y arriver et puis tu vas y arriver et puis en fait regard condescendant et hautain que l'on peut retrouver dans certaines relations. En fait, mon rôle de patient expert, comme tu l'as si bien dit, c'est de faire le yo-yo entre qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Et ma relation à l'autre, elle est très horizontale. C'est un peu la question de où en es-tu aujourd'hui, et je vais aller à ta rencontre et on va essayer de là où tu en es aujourd'hui, d'avancer main dans la main, et je vais te raconter sur le chemin ce qu'on va pouvoir faire ensemble, mais surtout te faire voir que c'est possible, que tu as les clés, que tu as les ressources. Et j'essaye de faire voir en fait que ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un chemin. Un chemin comme l'acceptation que la vie est un chemin. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai mis du temps à l'envisager, et c'est mon chemin encore aujourd'hui.
En fait, faut pas croire que le Baptiste d'aujourd'hui, il a tout compris et que il a les clés, les réponses à tout. Non, je suis en apprentissage, mais je l'accepte et je suis en paix avec ça, humblement. Et je le dis dans mes accompagnements, c'est que je découvre encore aujourd'hui. L'essentiel, c'est de savoir faire des mises à jour de moi-même, de faire des resets, de me remettre en question. Aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus de clés face aux épreuves. Grâce à mon abstinence, qui est la pièce manquante du puzzle, j'ai besoin que mon abstinence soit ma priorité. Parce que c'est grâce à mon abstinence que je peux exprimer ces clés-là. Et c'est important de voir l'abstinence comme la vie qui est ce chemin-là, de ne pas voir ça comme une ligne d'arrivée, et d'accepter de l'aide pour se recentrer un peu plus vite, de reprendre le bon chemin, de se reconnecter à soi-même quand il faut, et, euh, et d'être convaincu que notre petite voix intérieure qui nous a dit un jour plus jamais ça, euh, soit à nouveau écoutée. Parce que cette voix, quand on s'est dit plus jamais l'alcool, ou plus jamais la drogue, plus jamais ces comportements autodestructeurs, plus jamais ce mal-être, c'était une voix authentique. C'était notre nous profond. Et c'est important de remettre cette petite voix au centre et de l'écouter parce que c'est cette voix qui est importante. Merci infiniment Baptiste pour ton témoignage et pour ton partage. C'était vraiment un épisode qui me tenait à cœur et je crois que tu as magnifiquement joué ton rôle et pris ta place et transmis ce que tu avais à transmettre. Ma dernière question est, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de peut-être renvoyer vers une ressource, une ou des ressources? Dans tous les cas, tous tes liens seront aussi en description, que ce soit par curiosité, que ce soit pour découvrir ton livre, que ce soit pour découvrir ce que tu fais aussi sur les réseaux, en entreprise, dans les écoles, comme tu l'as dit, tout ça figurera dans les liens en description. Et est-ce que tu as du coup un dernier petit mot? Ce qui m'a sauvé, moi, ça a été de regarder mes vulnérabilités en face. Aujourd'hui, je vois tout le courage qu'il y a dans ce chemin-là. Il n'y a absolument rien de honteux ni de faible à oser se montrer vulnérable. Justement, pour moi, c'est la plus grande forme de courage qui existe. C'est ça ce qui m'a sauvé, c'est d'accepter de l'aide. Alors, osons nous montrer vulnérables. Osons demander de l'aide. C'est ce qui m'a sauvé et je pense que c'est ce qui peut vous sauver si vous ressentez des phases de doute, des phases de mal-être ou si vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Après, plus particulièrement pour l'alcool, petit message sur ce sujet-là. On a beaucoup parlé de dépendance, d'addiction. En fait, c'est un message à tous les buveurs. On a tendance à oublier que l'alcool, parce que c'est légal, et parce que c'est disponible aux quatre coins de rue et que la culture française fait que c'est encouragé et que c'est associé à plein de mots comme festivité, convivialité, connexion à l'autre, bah pour certaines personnes, ça ne l'est pas du tout. Et je pense que ce qu'on manque cruellement, c'est de la conscience. C'est de la conscience en tout, mais là spécifiquement de la conscience par rapport à notre relation à l'alcool. Donc qu'on soit dépendant ou non, pour les buveurs, osons conscientiser notre rapport à l'alcool. Osons nous poser des questions comme pourquoi je bois? Qu'est-ce que je recherche dans l'alcool? Quelle est la place qu'occupe l'alcool dans ma vie? Et d'être conscient que l'alcool est un psychotrope qui a des risques. Donc, quand on décide de boire, soyons conscients des risques. Et c'est un peu comme ça que je vois le Dry January. C'est que c'est pas juste un mois où on se prive d'alcool et ensuite 1er février on se met une biture et puis ça justifie toutes les bitures qu'on se met dans l'année parce que bah oui pendant un mois je prends soin de moi. Ouais, moi je le vois pas comme ça le Dry January. Pour moi c'est de la conscientisation, de voir, d'expérimenter un temps que l'on choisit où on va prendre conscience de la nature de notre relation à l'alcool. Et ça, déjà, c'est un immense pas en avant. Voilà. Merci pour ce beau message plein de sensibilisation déjà et de conscientisation
et puis d'espoir aussi. Je trouve que c'est un message qui est très positif, qui porte en tout cas vers un demain qui est meilleur. Merci beaucoup encore une fois, Baptiste, pour ta participation à cet épisode et je te dis à très vite. Merci Charlène, merci de ton écoute et merci pour tous les échanges qu'on a eus en amont qui m'ont permis d'être en confiance et tu peux être fier de toi, fier de ton parcours aussi Charlène, donc bravo et merci. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.